Imaginez un peu, vous naissez au Moyen-Âge dans une petite famille noble bretonne. Pas de bol pour vous, vous êtes terriblement moche. Cependant, malgré un début de vie compliqué, vous réussissez à vous hisser à coups d'épée et d'actes héroïques au plus haut sommet de la chevalerie française. Cette vie, c'est celle de Bertrand du Guesclin, l'un des héros de guerre les plus célèbres de l'histoire de France. Personnage incontournable de l'histoire bretonne et de la guerre de 100 ans, massacreur d'anglais, disposant de redoutables talents de stratège, de courage et d'une rage de vaincre à toute épreuve, ce petit seigneur breton va grimper un à un les échelons pour finir par diriger les armées royales françaises. Je vous propose aujourd'hui de découvrir le récit de celui qui a fait de sa laideur sa plus grande arme en devenant le plus grand chevalier du Moyen-Âge. Bertrand est né à Dinan en 1320. Il est le fils aîné du petit seigneur breton Pierre du Guesclin et de Jeanne de Malesma. Malgré une enfance dans un confort relatif, son apparence plus que disgracieuse le tient à l'écart de sa famille. On dit de lui qu'il est court sur pattes, avec de larges épaules, de longs bras, une grosse tête ronde et disgracieuse, et la peau noire comme celle d'un sanglier. Sa laideur était telle qu'il fut nommé l'enfant le plus moche de Dinan. Ouais, bonjour la confiance en soi après. Traité en véritable paria par sa famille, il est tenu à l'écart de ses frères, son père refusant de le former aux arts de la chevalerie, un comble pour un fils de noble. Le mépris parental était tellement présent que les propres parents de Bertrand avouèrent qu'en leur cœur, ils avaient souhaité le voir mort ou bien noyé. I wanted to carry you into the sea and let the waves wash you away. Cependant, il finit par gagner le respect de sa mère et de ses frères. Comment ? De la plus simple et délicate des manières. Âgé de seulement 6 ans, lors d'une crise de colère, il souleva et renversa la lourde table en chêne de la famille. Suite à cet incident, une chiromancienne prédit dans les lignes de main de Bertrand un fabuleux destin, rendant au jeune laissé pour compte les égards dus à son rang. De nature aventureuse et guerrière, il s'enfuit de chez lui pour rejoindre son oncle à Rennes, lors d'un grand tournoi de chevalerie en 1337. Tout d'abord interdit du tournoi, il finit par y prendre part avec l'armure prêtée par l'un de ses cousins, tout en prenant soin de dissimuler son identité. Le jeune challenger foule pour la première fois le sable des joutes, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il va faire forte impression. Un peu sorti de nulle part, il va écraser ses adversaires les uns après les autres. Réussissant à désarçonner une douzaine de chevaliers, il va finir par se retrouver face à son père. Mais respectueux du principe fondamental de l'autorité paternelle, si importante au Moyen-Âge, Bertrand baissa sa lance, refusant l'affrontement. Mais lors du combat suivant, son aume vole en éclats, révélant l'identité du jeune prodige masqué, désormais démasqué. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, le père de Bertrand, bien que stupéfait au début de cette révélation et du talent insoupçonné aux armes de son fils, il décida de le former pour devenir un véritable chevalier. C'est au cours de l'année 1341 que meurt le duc de Bretagne, Jean III. Le problème là-dedans, c'est que Jean n'a pas d'héritier, et vous vous en doutez, la situation va dégénérer en guerre de succession. D'un côté voit s'affronter Charles de Blois, fidèle au roi de France Philippe VI, et de l'autre Jean de Montfort, soutenu par le roi d'Angleterre Édouard III. Ce conflit prend place aux prémices de la guerre de 100 ans, commencée 7 ans plus tôt. La terrible rivalité entre France et Angleterre fit d'une simple querelle familiale l'un des éléments fondateurs du plus terrible conflit du XIVe siècle. Les deux royaumes avaient tout intérêt à placer leurs prétendants sur le trône. Pour les Anglais, c'est bien pratique d'avoir une aussi grande base d'opérations aux portes du royaume de France. Et les Français, eux, s'ils pouvaient empêcher ça et au passage dérouiller de l'Anglois, ils allaient pas se priver. La famille du Guesclin, en tant que vassale de Charles de Blois, prend les armes et affronte les armées anglo-bretonnes. Se découvrant un véritable talent de stratège, Bertrand et ses hommes prennent d'assaut en 1354 le château de Grand Fougeray. Déguisés en simples bûcherons, ils s'infiltrent, neutralisent rapidement les gardes anglais et prennent possession de la place sans grande difficulté. À partir de ce moment, Bertrand sera de toutes les batailles. Il participe en 1356 au siège de Rennes et l'année suivante, il est chargé de protéger Dinan contre les Anglais du comte de Canterbury. Mais lors de la bataille, son frère Olivier se fait capturer par les Anglais. Rentrant dans une colère noire, Bertrand défie le comte en combat singulier. Bien que d'abord mal engagé pour le breton, il finit par renverser la situation en lui assénant un violent coup de paume au visage, lui brisant la mâchoire, les dents et le nez. Ces faits d'armes donnent à Bertrand la plus grande des satisfactions, être adoubé chevalier. C'est à ce moment qu'est née sa célèbre devise, le courage donne ce que la beauté refuse. Et son courage va lui donner une autre récompense, car impressionné par son exploit, une certaine Tiphaine de Raguenel accepte de l'épouser. La renommée de du Guesclin est immense, et il ne compte certainement pas s'arrêter là. Continuant de guerroyer, il devient le cauchemar des Anglais, le surnommant le Dogue Noir de Brocéliande.
Et c'est lors de l'un de ces affrontements, au siège de Melun, qu'il rencontre le dauphin Charles, futur Charles V. Ayant cruellement besoin d'hommes qualifiés, la couronne française déploie Bertrand sur d'autres champs de bataille, notamment la Normandie. Car il ne faut pas oublier que la guerre fratricide en Bretagne n'est qu'une toute petite partie du conflit général qui embrase la France. Soutenant les troupes royales et s'illustrant toujours plus au combat, Bertrand devient un indispensable soutien du roi de France, qui fait de lui son vassal. Mais en Bretagne, après 23 ans de conflits meurtriers, la guerre prend fin lors de la dernière grande bataille du conflit, la bataille d'Auray. Cette petite ville bretonne d'aujourd'hui 13 000 habitants devient un enjeu majeur lors de sa prise par les Anglais en 1364. Aucun des deux partis n'arrive à se mettre d'accord. La solution ne pourra se faire qu'au prix du sang versé. Charles de Blois et Jean de Montfort jettent toute leur force dans la bataille et sont prêts à tout pour défoncer la gueule de leur adversaire, déterminant une bonne fois pour toutes qui deviendra duc de Bretagne. La bataille s'engage le 29 septembre 1364 et du Guesclin y participe en menant les troupes de Charles de Blois. Réussissant au début à enfoncer les lignes anglo-bretonnes, les troupes de du Guesclin sont finalement submergées par des renforts. Les troupes de Charles sont massacrées et ce dernier est même tué sur le champ de bataille. Jean de Montfort devient Jean IV, le nouveau duc de Bretagne, et Bertrand est fait prisonnier. Finalement échangé contre une rançon de 40 000 livres payée par le roi, du Guesclin retrouve sa liberté. Du Guesclin est libre, mais désormais sans travail. La paix signée entre l'Angleterre et la France à Brétigny en 1360 met en pause la guerre de 100 ans. Et comme emmerder les Anglais est un sport national made in France, le roi envoie Bertrand se mêler d'une autre guerre de succession, cruciale pour les intérêts anglais, la crise de succession de Castille. Un peu comme en Bretagne, une querelle dynastique avec deux prétendants soutenus par les Anglais et les Français fait rage en Castille. Nous avons d'un côté Henri de Trastamare, soutenu par le roi de France, et de l'autre son demi-frère Pierre le Cruel, soutenu par le roi d'Angleterre. Ça devient limite lassant, hein. Presque toujours la même rengaine avec presque toujours les mêmes protagonistes. Du Guesclin menant les mercenaires des grandes compagnies aux côtés d'Henri de Trastamare est défait lors de la bataille de la Narera en 1367. Les Français perdent ce jour-là près de 15 000 hommes dans la bataille, et Bertrand est fait prisonnier par celui qui deviendra son plus grand rival, le champion des Anglais, Édouard de Woodstock, dit le Prince Noir. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai fait il y a quelques temps une vidéo sur lui, je vous mets le lien juste là. Sa rançon est fixée à 100 000 livres, une somme colossale pour l'époque, fixée par du Guesclin lui-même. Ouais, il commence un petit peu à prendre trop la confiance, le Bertrand. Et là encore, c'est le roi de France qui intervient. Il a réussi à négocier la rançon et à descendre à 60 000 livres. Pour donner approximativement une valeur, 60 000 livres d'époque équivaudrait à 17 millions actuels. Le roi paye 50 000 livres de sa poche, et c'est la femme du prince noir, qui voue une grande admiration pour le breton, qui verse les 10 000 restants. Une fois libéré, il perd pas de temps, et reprend le combat en Castille. Lors du match retour, il réussit à s'imposer à la bataille de Montiel contre l'alliance anglo-espagnole-sarrasine. Oui, des Sarrasins venus du Maroc sont venus jouer les renforts de dernière minute. Me demandez pas pourquoi. Quoi qu'il en soit, du Guesclin sort grand vainqueur. Henri de Trastamare est de retour sur le trône en 1339, et Pierre est décapité, histoire de faire bonne mesure. Bertrand entre en France 2 ans plus tard, triomphant, et est fait par le roi Charles V, connétable de France. Autrement dit, commandant des armées royales. Une fois de retour en France, Bertrand va faire la chose pour laquelle il est le plus doué, taper sur les Anglais. Car entre-temps, le traité de paix de Brétigny a été rompu par les Français en 1368, relançant la guerre de 100 ans. Dans un royaume de France fragilisé, le connétable n'a que peu de moyens, que ce soit humains ou financiers, pour mener à bien ses campagnes. Il fait alors le choix d'adopter sa tactique de guérilla, privilégiant les embuscades ou les sièges de châteaux isolés. Sa tactique préférée, exactement comme lors de la crise de succession de Bretagne, se déguiser en paysan ou soldat anglais, infiltrer la place et en prendre le contrôle depuis l'intérieur. Et cette stratégie s'avère payante, les Anglais sont repoussés et abandonnent villes et places fortes aux mains de du Guesclin. Ses victoires s'enchaînant les unes après les autres, il reprend Saumur, La Roche-sur-Yon, Brest ou encore Saint-Malo. Ses talents de stratège et de chef de guerre invincible forgent le mythe de du Guesclin, à la fois craint et respecté, devenant un véritable héros national. Mais une terrible nouvelle va forcer Bertrand à retourner là où tout a commencé, en Bretagne. Le duc de Bretagne Jean IV vient en effet d'autoriser les troupes anglaises à débarquer à Saint-Malo. En réponse, la noblesse bretonne se soulève et décide de faire appel au roi de France. Du Guesclin reprend la route de sa terre natale et boute sans difficulté les Anglais, et Jean IV est obligé de partir s'exiler en Angleterre. Mais contre toute attente, une fois les combats terminés, les troupes royales françaises ne rentrent pas chez elles et annexent carrément la Bretagne. Les troupes alliées qui libèrent un territoire pour finalement rester l'occuper.
Ça me rappelle quelqu'un. Évidemment, ça ne passe pas du tout auprès des nobles bretons, qui aimeraient bien garder leur autonomie, alors du coup, ils retournent leur veste et rappellent Jean IV de son exil. Le comte fait donc son retour en Bretagne en 1379, lorsqu'il débarque à Dinard, accompagné de troupes anglaises. Du Guesclin reçoit logiquement l'ordre de renvoyer Jean IV à la mer, mais contre toute attente, il ne fait rien. Pour le roi de France à ce moment, Bertrand est un traître. Indigné d'un tel soupçon, Bertrand aurait envoyé son épée au roi et menacé de rejoindre Henri de Trastamare en Espagne. En fait, les raisons de son inaction révèlent toute la complexité du système féodal. Du Guesclin est connétable et doit obéissance au roi de France. Mais dans le même temps, il est aussi vassal de Jeanne de Penthièvre, qu'il a juré de servir. Or Jeanne fait partie de ceux qui soutiennent Jean IV. Fidèle au code de la chevalerie, Bertrand ne peut se résoudre à trahir sa promesse et décide volontairement de ne pas agir, quitte à laisser Jean IV reprendre son titre de duc de Bretagne. Je l'ai évoqué un peu plus tôt, mais du Guesclin a bien failli quitter le royaume de France, mais finalement sa fidélité au roi va le pousser à continuer à le servir. Son devoir de connétable le poussera à éliminer tous les ennemis du roi durant les 2 années suivantes, pour finir par s'illustrer une ultime fois lors du siège du château de Randon. Après plusieurs assauts terribles, la place promet de se rendre au connétable lui-même. Seulement, entre-temps, Bertrand est pris d'une forte fièvre. Sa légende nous raconte que pendant une chaude journée d'été, il aurait bu l'eau glacée d'une fontaine. Comme quoi, une mort stupide, ça peut arriver à n'importe qui et à n'importe quel moment. Ainsi s'éteint, entouré de ses proches, l'un des plus grands chevaliers de la guerre de 100 ans, le 13 juillet 1380. Mais comme, même dans la mort, il n'y a pas moyen d'être tranquille, la dépouille de du Guesclin va connaître une dernière mésaventure. Contrairement à son souhait d'être enterré en Bretagne, le roi ordonne qu'il soit amené à la basilique de Saint-Denis, aux côtés des rois de France. Sauf qu'on est toujours en plein été, et le corps commence à pourrir. Alors dans l'urgence, on retire et on embaume ses organes et ses chairs sont retirées de son squelette. Ses organes sont laissés sur place, son squelette est enterré dans la basilique de Saint-Denis et son corps placé à la basilique Saint-Sauveur de Dinan, conformément à son souhait. Son histoire laisse une image d'un grand homme dans l'histoire de France, mais depuis le XXe siècle, des voix s'élèvent pour le désigner non pas comme un héros, mais comme un traître à la patrie. De nos jours, on peut lire de nombreuses théories sur sa vie, comme par exemple qu'il aurait eu la peau noire et qu'il serait descendant d'un roi africain. Alors, loin de moi l'idée qu'il est impossible que Bertrand n'eût pas la peau noire, mais en fait, il faut replacer les sources d'époque dans leur contexte. Pendant toute sa vie, du Guesclin raconta qu'il serait le descendant du roi Équin, un roi sarrasin installé en Bretagne au 9e siècle. Et ben voilà, affaire résolue, une ascendance nord-africaine explique sa couleur de peau. Est-ce que c'est bon pour vous? Bon, assez plaisanté, hein. On va pas croire uniquement sur parole notre cher connétable. De plus, rien ne prouve qu'il ne se soit pas inventé cette affiliation royale, histoire de se donner un peu plus de prestige. Mais surtout, le terme sarrasin, si important dans cette histoire, ne désigne pas à cette époque les musulmans, mais désigne de manière plus large tous ceux qui ne sont pas chrétiens. Et pour les plus attentifs d'entre vous, devinez qui est en Bretagne au 9e siècle. Non pas des hommes du sud, mais des hommes du nord, les fameux vikings. Donc du Guesclin descendrait du roi Aquin viking et non africain. Mais encore une fois, rien n'est sûr. Quant à son surnom de Dogue Noir, il est possible que le terme noir fasse référence à sa laideur plutôt qu'à une couleur de peau. Pour résumer, aujourd'hui personne n'est vraiment d'accord sur la véritable couleur de peau du Guesclin, même si pour autant on pense qu'il y avait beaucoup plus de chances qu'il soit de type européen, plutôt blanc, même si ça n'exclut pas qu'il ait eu un teint plus bronzé que la norme d'époque. Donc toute cette histoire découle en fait très probablement d'une mauvaise interprétation des sources d'époque, ce qui arrive en fait assez souvent. Ce qui en revanche est certain, c'est que du Guesclin fut un personnage central de la guerre de 100 ans et de l'histoire bretonne. Un peu comme un personnage de shonen ou de comics, il fut méprisé et mis à l'écart pendant toute son enfance, pour finir par se hisser grâce à son talent et à sa ruse au plus haut sommet de la chevalerie. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous pensez que du Guesclin fut le plus grand héros breton ou au contraire un traître, je vous laisse en débattre en commentaire. Comme d'hab, n'oubliez pas le petit pouce bleu, ça m'aide énormément. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et d'activer la cloche. Et moi je vous donne rendez-vous pour un prochain récit.